Oui, Valérie Corre, bonjour. Bonjour. Avant de parler de l'université et de son trou célèbre maintenant à Orléans, depuis ces derniers jours, les polémiques soulevées par le livre des deux journalistes du Monde, il paraît difficile à François Hollande de se représenter, même si rien n'est sûr. C'était pourtant votre candidat, comment vous allez faire maintenant? J'ai jamais dit que François Hollande était mon candidat. Je ne pense pas que vous puissiez trouver quelque part une telle phrase. Que je soutienne l'action du président de la République est une chose. Quant à savoir si je le soutiendrai, moi ce qui m'intéresse c'est de savoir quel sera, s'il est candidat, quel sera son projet, son programme, quelle envie il a pour la France de demain. Et à partir de là, je pourrais me prononcer, mais je ne me suis pas jusque-là prononcée en faveur de sa candidature. Alors pourquoi justement? Parce que ce qui m'intéresse, moi, dans l'action politique, c'est le projet et de savoir pourquoi on a envie d'être élu. Il ne suffit pas simplement d'avoir envie d'être élu. Et donc, je suis globalement contente du quinquennat, en tout cas au niveau de l'action politique, pas forcément sur les modalités en permanence et peut-être quelques désaccords. Mais j'ai donc soutenu de façon continue l'action du gouvernement. Mais ça ne suffit pas pour avoir la légitimité totale pour se représenter. Il faut un projet pour la France aujourd'hui. Et tant qu'il ne l'aura pas exprimé, je ne me prononcerai pas. Mais sur tous les candidats potentiels, j'ai la même opinion. J'attends de voir ce qu'ils proposent réellement avant de me prononcer. Pas de chèque en blanc alors? Ah non, pas de chèque en blanc. J'ai jamais donné de chèque en blanc de ma vie. Donc vous attendez la fin de l'année pour pouvoir vous prononcer sur le... J'attends la fin du délai, de la date des dépôts de candidature pour pouvoir effectivement analyser les choses à ce moment-là. Néanmoins, vous avez décidé, vous l'avez annoncé devant la presse, de vous représenter sur cette 6e circonscription. Vous y avez pris goût. En fait, vous disiez que vous étiez un peu contre le cumul des mandats et les mandats trop longs. C'est pourtant ce que vous faites, non? En repiquant. Non, je suis contre le cumul du nombre, ça c'est sûr, et je pense qu'il faut qu'on limite dans le temps. Mais deux mandats, ça semble raisonnable. On n'a pas fini ce qu'on a à faire pour le pays. C'est pour ça que j'ai envie de me représenter. On est, à mon sens, un peu au milieu du gué. On a redressé la France. Maintenant, il faut que ça rentre concrètement dans la vie quotidienne de nos concitoyens. Et donc, on a là-dessus encore du boulot. C'est pour ça que j'ai envie de me représenter. Alors, puisqu'on est sur les échéances politiques, on va continuer. Vous avez en face de vous, pour l'instant, une droite qui paraît divisée, avec deux candidats, une candidate de l'UDI, un candidat de LR, qui ne semble pas s'accorder. Est-ce que c'est une chance pour vous, à nouveau ? Moi, vous savez, sur ces choses-là, j'attends que les choses rentrent véritablement en ordre, que la campagne commence. On verra à ce moment-là. De toute façon, quelles que soient les choses en face, c'est pas ça qui réglera, qui organisera ma campagne. Ma campagne électorale, elle sera au moment venu, à la rencontre de nos concitoyens, expliquer pourquoi j'ai de nouveau envie d'être candidate, ce que je porte aujourd'hui. La question des adversaires se pose bien après. Voilà. Alors vous souhaitez briguer un second mandat dans un climat où la gauche est vraiment au plus bas et au plus mal, où il y a une défiance, où il y a la montée du vote du Front National. Ça vous effraie pas tout ça ? Alors ce qui m'effraie, c'est la situation du pays, effectivement, l'inquiétude des gens, le vote extrême, l'abstention. Le fait d'être en campagne dans cette ambiance-là ne m'effraie pas parce que de toute façon, l'échange avec mes concitoyens, je l'ai depuis 5 ans maintenant. Et donc, je continuerai de la même façon. Ce qui reste à ma charge, là, c'est de convaincre les citoyens de la 6e circonscription. Je peux continuer à leur être utile dans les 5 prochaines années. Mais qu'est-ce que vous leur dites quand vous devez bien rencontrer qui vous disent ça va pas du tout, François Hollande ne tient pas ses promesses, on a de plus en plus de mal à boucler les fins de mois. Qu'est-ce que vous leur dites, vous ? D'abord sur la question des promesses, j'essaye de leur démontrer sur un certain nombre de sujets que les promesses auront été quasiment toutes tenues d'ici la fin du quinquennat. La difficulté qu'on a, c'est la communication et le portage politique de cette action, et puis parfois quelques brouillages intempestifs du discours et de l'histoire politique. Mais j'essaye, dans l'échange que j'ai avec les citoyens, j'avais encore une permanence hier soir en fin de journée à Orléans, et je rencontre de nombreux citoyens qui viennent simplement échanger politiquement avec moi. On sent qu'ils ont besoin d'être rassurés, mais dès qu'on
dès qu'on rentre dans le concret et qu'on prend le temps d'expliquer, en fait, les choses se passent bien et se calment. Après, le vote extrême, c'est à nous de démontrer, y compris ce qu'on proposera pour notre pays, de réconcilier notre pays, enfin nos concitoyens, avec les hommes et les femmes politiques. Vu d'ici, donc, dans la majorité PS, on a eu l'impression qu'il y avait d'un côté les godillots dont vous faites partie, et puis de l'autre côté les frondeurs. Les frondeurs ont pourri ce quinquennat, selon vous? Est-ce qu'on ne pourrait pas essayer d'avoir une lecture un peu plus nuancée de ce quinquennat? Il n'y a pas d'un côté les purs loyaux et de l'autre côté les purs traîtres. C'est un peu simple de résumer les choses comme ça. Et les uns et les autres, en fonction des textes de loi, on a été amenés à faire entendre nos sensibilités. Après, la différence d'appréciation, c'est peut-être que sur certaines lois, quand on a un certain nombre de désaccords, la question est de savoir si on s'abstient, si on vote contre ou si on vote pour. Et certains ont fait des choix avec la même analyse différente dans le vote. Et donc on peut, y compris avec certains de mes collègues frondeurs, se retrouver sur l'analyse de certaines choses, pour autant ne pas avoir voté la même chose, parce qu'on ne gère pas. Vous avez été frustré dans certains cas, sur certains projets de loi, de ne pas avoir pu avancer quelques amendements ou les faire voter? Bien sûr que oui, il y a des moments où je n'ai pas réussi à me faire entendre jusqu'au bout, et il y a des sentiments de frustration, parfois d'agacement dans notre incapacité parfois à agir plus collectivement, heureusement. Mais vous savez, la politique, l'action publique, c'est aussi affaire de compromis. Je ne décide pas toute seule et je ne vote pas toute seule la loi. Donc il faut qu'on arrive collectivement à dégager une ligne majoritaire. Et donc ça nécessite parfois de revenir sur ce qu'on a envie de porter. C'est ça l'intérêt aussi, d'appartenir à un groupe politique. Alors justement, là, on a vu cette semaine dans la République du Centre que vous étiez déçus. Vous me direz si c'est le cas sur les amendements qui n'ont pas été acceptés sur les monnaies locales. Oui, les monnaies locales, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus sur nos territoires, qui sont portés souvent par des associations, pour retrouver les liens, renouer le lien social, retrouver le commerce de proximité. Et c'est vrai que dans le cadre de la loi portée par Michel Sapin, qui parlait de la modernisation de notre économie, je trouvais intéressant d'avancer encore sur ce sujet-là, même si on a juridiquement sécurisé les choses en 2014. Pour des questions un peu juridiques, d'argutie juridique, mais surtout de désaccord sur l'opportunité de le faire. Je n'ai pas obtenu gain de cause, mais mon rôle, c'est de porter un certain nombre de sujets. Parfois, j'obtiens gain de cause, parfois, je n'obtiens pas, mais on aura l'occasion, dans les années à venir, d'y revenir, j'en suis convaincue. Oui, Valérie, quand vous parliez de vos frustrations, entre guillemets, sur certains projets de loi, le 49.3, ça a été un choc quant à le vote de la loi El Khomri, par exemple? La loi travail, oui. Un choc, je ne sais pas, une profonde frustration. Je crois qu'en l'occurrence, là, le terme est juste une frustration parce que pour un parlementaire, ne pas pouvoir voter la loi, il n'y a rien de plus frustrant. Et une frustration parce que ça a été le summum quand même dans notre groupe politique de notre incapacité à échanger, à trouver un terrain d'entente. Et donc c'est toujours très... En tout cas, par rapport à ce que j'attends moi de la politique, c'est très, très agaçant. Oui. Il y a également le débat sur la déchéance de nationalité qui a créé aussi là des clivages au sein des socialistes. Oui, c'est un débat qui a été difficile pour nous. Moi, j'ai toujours compris la logique du président par rapport à ça, qui était sa volonté de rassembler au-delà de nos groupes politiques et de rassembler l'ensemble de la France, et que c'était une des propositions portées par certains partis politiques. Donc je comprends l'objectif du président. Mais je n'étais pas d'accord avec cette mesure. Donc ça a été un moment difficile pour moi. Il a bien fait d'y renoncer alors? Ah oui, je suis ravie. Il y a renoncé parce que nous avons été un certain nombre à énoncer clairement notre position. Et donc voilà, mais c'est aussi la vie démocratique de notre pays. Moi je crois qu'il faut là-dessus vivre ça sereinement. Le président propose, à un moment donné, les parlementaires disposent, on vote la loi, il faut toujours le rappeler. Justement, Valérie Corre, vous parlez du président, il faut bien l'évoquer. Les déclarations qui sont relatées par nos confrères du Monde, notamment ses propos sur les magistrats, peut-être sur les footballeurs aussi, pourquoi pas. Quelle est votre réaction? Vous êtes déçu de ces propos du président qui parle tout le temps aux journalistes et que la droite accuse de ne rien faire d'autre?
Alors qu'il parle aux journalistes, qu'il ne fasse rien, tout ça, c'est des... Enfin, bon, il a le droit de parler aux journalistes et je vous rassure, on peut dans la même journée parler à des journalistes et travailler, heureusement. C'est ce que vous faites. Et je le démontre immédiatement, vous avez raison de le souligner. Après, oui, là encore, vous avez raison sur le terme, c'est assez décevant ce type de propos, on n'a pas besoin de ça. Nos concitoyens ont besoin d'un président de la République qui dresse le chemin, qui montre la ligne politique et la France qu'il imagine pour demain, pas de petits commentaires dont on peut vraiment se passer. Alors, si on revient sur votre bilan, j'aimerais que vous puissiez nous expliquer les amendements que vous avez pu faire passer et dont vous êtes fiers, notamment dans le cadre de cette commission culture et éducation. Alors, les premiers amendements que j'ai pu faire passer concernent la loi de la refondation de l'école, donc dès 2013. C'est certainement le premier texte sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Et donc la place des partenaires dans l'école, la question des parents, la place des parents dans l'école a été quelque chose d'important à ce moment-là. J'ai été rapporteur pour avis sur la loi sur le droit des étrangers. Donc j'ai beaucoup travaillé à ce moment-là sur l'accueil des étudiants étrangers, le parcours d'intégration des étrangers dans notre pays. Donc là aussi des choses importantes. En ce moment, on est entre deux temps d'études de la loi égalité-citoyenneté sur la reconnaissance de l'engagement, la citoyenneté dans notre pays, qui sont des sujets importants, qui l'ont toujours été, mais qui sont peut-être encore plus importants dans la situation, dans le contexte politique et social dans lequel on est. Voilà, j'ai récemment, on le disait, travaillé sur les monnaies locales. J'essaye de travailler en particulier sur les textes de loi de ma commission, mais de m'ouvrir également aux autres sujets, parce qu'on est député, pas simplement pour travailler sur les textes de nos commissions. Et puis je suis là en ce moment rapporteur pour avis sur le budget enseignement supérieur et vie étudiante. Vous venez de parler des étrangers, les réfugiés politiques, les demandeurs d'asile, c'est un sujet qui est sur la table aujourd'hui. Il y a une polémique qui a été soulevée par Guillaume Pelletier à Salbris. Quelle est votre position là-dessus? Comment faut-il les accueillir, ceux de Calais? Faut-il les accueillir dans des structures spécialisées? Expliquez-nous un peu votre position. Il faut les accueillir le mieux possible. Oui, ça c'est... Non, c'est pas... Vous dites oui, c'est pas qui partagé par tous. Qui faut-il accueillir? Les réfugiés de guerre, les réfugiés politiques, les réfugiés économiques? C'est pas si simple. Il faut qu'on accueille ceux qui nous demandent d'être accueillis dans notre pays en fonction des capacités effectivement de notre pays. Pour moi, les réfugiés politiques, il n'y a pas matière à débat. De toute façon, c'est une obligation. Et après, quand les gens arrivent dans notre pays, c'est pas de gaieté de cœur. Et donc, s'ils ont fait le choix, parfois au péril de leur vie, de venir chez nous, il faut qu'on mette en place un certain nombre de choses pour les accueillir. Il est hors de question de les accueillir tous au même endroit, parce que ça crée des tensions, on le voit à Calais, et dans des conditions souvent inhumaines et indignes de notre pays. Donc il faut qu'on trouve des solutions, mais qui sont des solutions individuelles. Et vu le nombre, en ce moment, de demandeurs de titres, que ce soit en termes d'asile ou en termes de titres de droit étranger, c'est long parce que c'est compliqué et que l'intégration se fait de plus en plus difficilement parce que nos concitoyens sont un peu réfractaires à l'idée de l'accueil sur un certain nombre de nos territoires vu le contexte économique. Donc c'est quelque chose de compliqué qui prend du temps. Il faut les accueillir dans les communes qui le souhaitent, accompagnés par les associations capables de les aider, parce qu'il ne faut pas les laisser tout seuls là où ils arrivent. Il faut s'assurer de l'accueil dans les écoles de leurs enfants et gérer ça vraiment au millimètre par millimètre. Moi je dis souvent quand je parle de la relation entre l'école et les parents qu'il n'y a pas de recette miracle. C'est un peu pareil, il faut s'adapter à chacun d'entre eux, ce qui est compliqué pour notre pays aujourd'hui. Dans les communes, il faut le faire voter en conseil municipal par exemple. Quelle est la marche à suivre pour un maire? Parce que vous allez vous présenter à la mairie d'Orléans, semble-t-il, bientôt. J'ai jamais, ici, il me semble une fois avoir eu à répondre à des questions sur ce sujet-là, mais il me semble justement avoir clairement répondu que j'étais candidate aux législatives en 2017, que j'étais contre le cumul des mandats. Donc, comme je souhaite gagner en 2017, je ne serai donc pas candidate en 2020. Et dans le cas contraire, vous n'auriez pas ce deuxième mandat de député?
Je ne me pose pas cette question-là. Je souhaite avoir ce deuxième mandat de député. Je vais tout faire pour ça. On parlera du reste après. On en reparlera en juin prochain, d'accord. Si Alors, vous le souhaitez. Toujours à propos de ces législatives, parce que Valérie Corre, le problème est réglé, il y a des candidates sur la 6e. Comment vont se faire les désignations des autres candidats sur les 5 autres circonscriptions? Est-ce qu'on va faire émerger des jeunes, je parle du Parti Socialiste et de vos amis, ou est-ce qu'on va reprendre les représentants des courants comme d'habitude, ou des caciques locaux, et je ne citerai pas de nom? C'est gentil. Dans notre fédération, on n'a jamais désigné les candidats sur les courants ou sur leur soi-disant représentativité. Le débat entre nous tous de savoir s'il faut déjà être élu pour être élu ou s'il faut aller chercher une nouvelle tête, c'est un débat récurrent qui traverse même les sensibilités politiques, et vous savez ma position sur le sujet. Mais la désignation des 5 autres candidats est exactement la même que la mienne. Hein. C'est-à-dire que moi, je suis candidate à la candidature avant d'être candidate. Alors c'est vrai que l'étape peut paraître un peu formelle, mais elle existe. Hein. Il y a un vote le 8 décembre dans toutes les sections de France et de Navarre. Et dans ma circonscription, ça sera pareil. Il y aura un débat en assemblée générale de circonscription pour que je puisse défendre pourquoi j'ai envie d'être candidate et ce que je propose. Et donc, dans les autres circonscriptions, de la même façon, en ce moment, les responsables de la fédération sont en contact avec les différentes personnes qui ont manifesté leurs souhaits ou ceux qu'on se dit qui pourraient être intéressés. Et puis, les choses se font tranquillement. Les dépôts de candidature sont entre le 14 et le 18 novembre prochain, donc on saura vite les candidats. Oui, Valérie Corre, vous avez regardé hier soir le débat sur la primaire de la droite et du centre? Non, j'avoue que je n'ai pas regardé, pas par mauvaise volonté, parce que je pense que je regarderai un des débats, mais parce que j'avais une réunion et que après j'avais un peu de travail sur le rapport dont je parlais tout à l'heure. Donc, vous avez conseillé à vos amis, aux sympathisants, aux militants socialistes de ne pas aller voter à ces primaires de la droite et du centre. En fait, c'est pour favoriser l'élection de Nicolas Sarkozy, qui est le meilleur candidat contre François Hollande, c'est pour ça? Non, j'ai jamais, en plus, je crois que je répondais à une question de votre part ce jour-là, mais j'ai jamais j'ai jamais de moi-même dit qu'il ne fallait pas aller voter à la primaire. Quand on me demande si la gauche doit aller voter, je réponds non. Je ne fais pas un appel à ne pas aller voter, hein, c'est pas la même chose. Non, mais ceux qui ont envie d'aller voter à la primaire, moi je crois que c'est une bonne étape de démocratie, la primaire. Donc que les gens de droite et du centre aillent voter, je ne peux que les encourager, y compris sur la légitimation du candidat qui sort. Même dans le contexte actuel des primaires, où on voit des petites phrases qui fusent de partout, une droite qui se déchire, à gauche ça risque d'être un peu pareil. Oui, nous n'avons pas les uns les autres attendu les primaires pour nous déchirer, hein, malheureusement. Après, la question c'est comment se tiennent les débats et comment se tiennent les candidats. En 2011, quand on a fait la primaire, il y a eu des divergences politiques exprimées, mais dans le respect des individus. Et donc, voilà, on appartient à un même parti, mais on a des divergences. D'ailleurs, ça permet de redire à nos concitoyens que ce n'est pas la caporalisation que d'être dans un parti politique. Donc, c'est un bon exercice de le démontrer publiquement. Après, vous savez, la question de quel est le meilleur candidat, moi, je serais bien incapable de rentrer dans cette analyse-là. Quel est le meilleur candidat pour la gauche? Un candidat de gauche, quoi. Cette candidat à droite, c'est pas trop? Vous en pensez quoi? Honnêtement, je pense que peut-être qu'un des soucis de la primaire, c'est effectivement la multiplication des candidatures et l'envie peut-être de préparer d'autres choses et de commencer à se faire connaître. Et je dis ça pour eux, mais je peux le dire pour d'autres. Peut-être que c'est ça le souci, mais en même temps, l'appétence pour être président de la République, non pas que j'ai cette appétence-là, hein, qu'il n'y ait pas de malentendu, mais moi je le conçois. Quand on est passionné de l'action publique, qu'on a envie d'agir pour notre pays, finalement, le meilleur levier, c'est d'être président de la République. Donc la multiplication de candidatures, si c'est sur un projet et pas pour sa pomme, moi ça me choque pas. L'autre chose qui saute aux yeux, Valérie Corre, c'est une femme pour cette candidate, ça vous paraît normal? C'est déjà bien. On progresse, c'est mieux que rien. Je plaisante. Et non, pour le PS, ce sera mieux, enfin à gauche ce sera mieux. Je ne peux pas promettre que à gauche ce soit mieux, malheureusement, non. Et quand on voit les candidatures dont on entend parler, on peut craindre que le résultat soit à peu près équivalent. Mais vous savez, on a voté la parité en 98, on reste à peine 25% de femmes élues à l'Assemblée, donc on voit bien que la place des femmes en politique reste un challenge, et encore, il y a une grosse marge de progression, donc au moment des candidatures à l'élection entre guillemets suprême, c'est pas étonnant que ce soit très
très lisible. Justement, là, durant ce premier mandat à l'Assemblée nationale, est-ce que vous avez eu l'impression d'être bien accueilli par vos collègues masculins ou pas? Alors pour moi, la question d'être une femme ou un homme n'a jamais été une difficulté à l'Assemblée. Est-ce que les nouveaux parlementaires sont accueillis par leurs collègues? Ça, c'est une autre question. C'est, à mon sens, pas le cas. Il y aurait certainement matière là-dessus à travailler, à s'améliorer. Mais pas sur la question droite-gauche ou la question homme-femme. C'est plutôt comment on accueille un nouveau parlementaire. C'est-à-dire, vous pouvez préciser un peu? Donner immédiatement tous les codes et toutes les clés, c'est-à-dire que on connaît l'action publique, on connaît le fonctionnement de l'Assemblée nationale quand on s'intéresse à la chose publique et quand on a envie d'être député. Après, comme dans toute maison, il y a quand même des chemins plus courts et quelques bonnes idées à avoir et bonnes méthodes, quoi, et qui pourraient être partagées par les anciens. Ouais. Toujours sur votre mandat, on a l'impression que vous êtes la seule, c'est pas un compliment que je vous fais, mais quand même à faire preuve de transparence. Je le prends comme ça. Vous annoncez comment vous dépensez l'argent, et en plus vous essayez d'informer vos concitoyens sur ce que vous faites à l'Assemblée. Pourquoi les autres le font pas? Parce que c'est le problème du cumul. Je le fais parce que je pense que c'est nécessaire. Je pense que d'abord, quand on est élu, on a un devoir de transparence et d'exemplarité. On a besoin, dans la relation de confiance qu'on a avec nos concitoyens, d'être dans cette transparence. Et on n'a rien à cacher. Moi, j'ai rien à cacher de ma vie politique, ni de mes opinions, de mes accords et de mes désaccords avec mon groupe. Voilà, mais les autres ont quelque chose à cacher. Après, quand on ne le fait pas, moi, je suis pas... Voilà, ça a longtemps pas été la pratique. Ça fait longtemps, moi, que je fais de la politique. Ça fait longtemps que c'est un sujet que je défends. Donc, je suis juste cohérente avec moi-même. Pouvoir vous dire pourquoi les autres le font pas, je ne me permettrai pas. Alors, il nous reste 1 minute. Valérie Corre, peut-être dire un mot quand même de l'université, puisqu'on l'a dit à plusieurs reprises. Donc là, une université au bord de la faillite, c'est préoccupant. Bien sûr que c'est préoccupant. J'avais une réunion avec les jeunes militants socialistes cette semaine et j'ai été interpellée par des étudiants sur le sujet. Donc on voit bien leurs préoccupations avec cette question, comment l'université peut répondre à mes attentes si elle n'a pas l'argent disponible. Au moment de la loi autonomie, tous les éléments budgétaires n'ont peut-être pas été posés suffisamment. C'est-à-dire que donner l'autonomie aux universités sans donner les moyens budgétaires, y compris de se retourner vers d'autres fonds que les fonds publics, ça interroge. Nous, dans les premières années du mandat, on a aussi, dans le cadre des redressements des comptes publics, pas forcément donné tout l'argent nécessaire aux universités, même si depuis 2 ans, c'est un peu plus le cas. Et donc il va y avoir là la nécessité de voir dans quelle mesure l'État peut accompagner l'Université d'Orléans, parce qu'il ne faut pas que ça obère l'avenir des jeunes de notre pays. Est-ce qu'il n'y a quand même pas eu quelques dérapages de la part de l'université, quelques dépenses prestigieuses qui n'étaient pas forcément de bon aloi? Je pense à un hôtel particulier en centre-ville, par exemple, avec des chaises à plusieurs centaines d'euros. C'était pas utile, si? Alors, je vois bien de quoi vous voulez parler. C'est-à-dire que ça pourrait être utile si c'était utilisé tout le temps par les universitaires. On peut s'interroger. Après, il y a des projets communs avec les collectivités locales. Les universités, comme les Crous, on pourrait en parler, n'ont pas toujours la totalité de la décision entre les mains. Donc c'est voilà. Après, sur les éléments factuels, moi, j'ai pas connaissance suffisamment du dossier. Il y a forcément eu de ci, de là quelques erreurs, mais il faut qu'on fasse en sorte que l'université s'en sorte.